Bienvenue sur Faminimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille. En solo ou en duo, je partage avec vous méthodes, astuces et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrassée du superflu. Je m'appelle Hélène, j'ai 42 ans et mon mari et moi sommes à la tête d'une tribu de 3 petits minimalistes de 11, 13 et 15 ans. À travers ce podcast, j'ai voulu partager avec vous mon expérience du minimalisme en famille ainsi que mon expertise en tant que home organizer certifié. J'espère que vous aurez beaucoup de plaisir à l'écouter. Mon invitée du jour est une professionnelle du désencombrement et de l'organisation familiale. Ensemble, nous parlons bazar, désencombrement, mais surtout motivation et déclic. Comment se motiver lorsque l'on veut faire sortir le superflu de chez nous et surtout comment rester motivé. Nous parlons même de la question épineuse de la motivation de nos conjoints. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour Julie. Salut Hélène. Merci d'être venue sur le podcast, ça me fait plaisir de t'avoir. Écoute, je suis ravie. Merci beaucoup pour l'invitation. Ravie d'être là. Parfait. Alors, je vais commencer par te présenter, comme je fais avec tous les invités. Tu t'appelles Julie, tu as 3 enfants et tu es adepte de l'organisation, du désencombrement, même si ça n'a pas été toujours le cas dans ta vie. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais tu es devenue tellement adepte et experte de ces sujets que tu as d'abord lancé un blog il y a quelques années pour partager ton expérience et aider d'autres personnes à sortir un peu la tête de l'eau et reprendre le contrôle de leur intérieur et de leur agenda. Et puis, tu as fini par en faire ton métier et tu accompagnes maintenant les familles, tu proposes des outils et des accompagnements pour faciliter le quotidien. Est-ce que j'ai bien tout dit? Est-ce que j'ai dit des bêtises? Est-ce que tu veux rajouter des choses? Non, écoute, c'est parfait. Donc, on va commencer du coup la partie entretien. Je commence toujours par la même question, donc je vais te la poser à toi aussi. Quelle est toi ta définition du minimalisme et est-ce que tu te définis comme tel? Alors, je vais avoir du mal à répondre parce que j'ai pas de définition du minimalisme. Tu sais, moi, j'ai un peu cette vision grand public de vraiment avoir un minimum de choses, mais presque un slip et une petite cuillère. Je me suis pas trop attardée sur ce mot-là. Par contre, j'aime beaucoup plus le mot essentialisme et c'est là-dedans que je me place. Pour moi, l'essentialisme, c'est le fait d'avoir uniquement ce dont tu as besoin. Et peut-être pour le comparer à minimaliste, dans ma tête, c'est vraiment ce que tu as besoin, le grand minimum. L'essentialisme, ça peut être des trucs dont tu n'as pas vraiment besoin, mais toi, tu as envie de les avoir. C'est ça, on va dire. Tu rajoutes ce que tu as envie d'avoir. Je sais pas si je vais heurter les minimalistes dans l'histoire, mais Non, pas du parce tout, que tu parce que vois, par exemple, moi, c'est exactement ce que je dis moi tout le temps, sur le podcast. C'est trouver son essentiel et enlever le superflu et des fois ton essentiel, c'est d'avoir, exactement. comme dans notre cas, 350 peluches. Exactement, c'est ça. Moi, mon essentiel, qui est pas du tout minimalisme, c'est les décos de Noël, par exemple. J'ai 12 grosses caisses de déco de Noël dans mon garage, mais c'est des choses qui sont gardées avec, intentionnalité et envie et etc., quoi. Et en fait, l'idée, l'essentialisme, c'est vraiment avoir que des choses dont on a besoin et ou qu'on a envie vraiment de garder et de tout avoir en conscience, en fait. Oui, c'est ça, l'intentionnalité, comme tu as dit, j'aime beaucoup ce mot. Alors, je suis rentrée en contact avec toi suite à un post sur Instagram où tu parlais du bazar mort et du bazar vivant. Et en fait, sur ce post-là, tu dis que ta maison n'est pas toujours rangée et que le matin, ta maison est peut-être rangée, mais le soir, pas du tout, et des fois même le contraire. Et voilà, moi, ça m'a beaucoup parlé parce qu'en tant que minimaliste, on pense toujours que notre maison est toujours très bien rangée, ce qui est loin d'être le cas. C'est ce que je dis aux gens, elle est pas bien rangée, elle est vite rangeable. Ce qui pour moi sont 2 choses, très différentes. Du coup, ça m'a parlé ton post, j'ai cliqué dessus et là tu as parlé donc de cette notion-là et tu as parlé du bazar vivant et du bazar mort, chose que même en tant que, home organizer certifié, je n'avais jamais entendue. C'est de toi, c'est de Julie Make You Happy. Oui, c'est de moi. Est-ce que tu peux nous parler déjà pourquoi tu as fait ce post-là? Parce qu'on sentait que ça te parlait vraiment, que c'était pas un truc où tu étais en train de te dire: «Tiens, qu'est-ce que je vais mettre sur Insta aujourd'hui?» Je sais pas, j'ai ressenti un truc derrière et de ce concept de bazar vivant et de bazar mort. Eh ben, oui, il y avait quelque chose derrière ce post, effectivement, un petit ras-le-bol, pour être honnête. Parce que quand on me connaît assez peu, qu'on connaît pas mon univers, et cetera, comme je suis pas beaucoup sur les réseaux, il y en a qui vont tout de suite se mettre en mode défensif avec la fameuse phrase ça manque de vie sur une photo d'un intérieur, de quelque chose comme ça. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on peut utiliser, c'est une excuse qu'on aime bien sortir en étendard de oui, mais moi, au moins, ma maison, elle vit. En fait, je pense qu'il n'y a rien de tout blanc ou tout noir. C'est pas une maison rangée vit pas et une maison en bazar vit. Je pense même que parfois, c'est plutôt presque l'inverse parce que on se cache du coup derrière cette excuse de vie, alors qu'en fait, souvent, le bazar dont on parle, c'est de la mort.
pour faire vraiment l'opposition. C'est pour ça que j'ai appelé ça bazar vivant et bazar mort, parce que finalement, pour opposer les deux, le bazar vivant, ça va être les choses, les objets que tu utilises. Donc finalement, le but de l'objet, c'est d'être utilisé pour quelque chose, donc c'est sa vie, sa raison d'être. Donc à partir du moment où tu l'utilises, il est vivant, cet objet, il est vivant, il bouge, etc. Et à l'opposition, le bazar mort, c'est celui qui reste des semaines, des mois, des années à ne pas bouger, à prendre la poussière, à s'entasser, etc. Ça, c'est pas de la vie. Au contraire, c'est des objets qui sont bah, morts, quoi. Et on est dans un cimetière d'objets. C'est vraiment ça, en fait, de se dire que moi, j'ai du bazar chez moi, mais il est vivant. Je connais tous les objets que j'ai chez moi. J'ai choisi de les garder vraiment en conscience, comme on disait. Du coup, je les utilise. Ils sont là, ils vivent, ils sont sortis. En plus, j'ai 3 enfants, donc imaginez, ma maison, elle reste pas. J'oblige pas mes enfants à rester sur le canapé. C'est en mode, vous bougez pas, vous sortez rien. Non, au contraire, sortez vos jouets, amusez-vous, vous aimez vos jouets, vous aimez ce qu'on a gardé, donc allez-y, mettez de la vie, mettez du bazar, construisez des cabanes, faites des choses. Mais l'idée, vraiment, ces objets, ils vivent. Et effectivement, ce que tu disais, et ce concept est très bien aussi, c'est une maison facilement rangeable. Donc du coup, en fait, en ayant moins de choses, en ayant choisi consciemment ce qu'on a, et ben tout est facilement rangeable. Donc ce bazar de vie, hop, on le range assez facilement. Alors, facilement, oui et non, hein, il y a quand même un petit peu de discipline, hein, une routine à avoir, etc. Mais c'est assez rapide et assez facile versus un bazar qui s'entasse pendant des mois, des années, etc. Et là, qui est clairement du bazar mort. Ce post, c'était un peu un ras-le-bol de cette excuse qu'on se dit tout le temps, où on essaye soi-même de se convaincre, oui, non, mais moi, c'est en bazar, mais c'est juste parce que il y a de la vie chez moi. Oui, peut-être, mais ne fermons pas les yeux sur des choses qui ne sont pas vivantes, mais qui sont plutôt mortes. Ça m'a fait beaucoup penser à Toy Story, moi, quand tu me parlais de bazar vivant et de bazar mort. Ça me fait penser à oui, les jouets, quand ils jouent pas, les pauvres, ils sont tristes et il faut les donner à un autre petit enfant pour qu'il soit pour qu'on joue avec, parce que sinon, en fait, Exactement. ça Les devient objets des sont jouets faits. morts. Ouais, les objets sont faits pour être utilisés, quoi. Ils ont été créés, il y a eu des ressources qui ont été utilisées, etc., pour qu'ils tiennent leur rôle d'objet. Donc c'est bien trop dommage de les laisser mourir, quoi. Tu me parlais quand on a préparé l'épisode, tu me parlais du bazar mort, tu me parlais de cimetière d'objets. Tu as toute ce vocabulaire-là qui peut peut-être, aider à une prise de conscience. C'est conscient ou pas d'avoir utilisé ce vocabulaire? Et deuxième question, est-ce que tu peux nous parler de ce fameux cimetière des objets? Oui. Alors oui, c'est conscient d'avoir utilisé ce vocabulaire parce que le but, c'est de créer effectivement du déclic. Et de toute façon, il y a tout changement commence par un déclic. Je sais que certaines personnes peuvent être secouées par mon post que j'ai fait, peut-être par ce podcast, etc. Et puis il y en a qui sont secoués et qui sont pas prêts à l'entendre et c'est ok, passez votre chemin et tout va bien. Peut-être qu'un jour vous serez plus prêts à l'entendre ou pas. Mais il y a des personnes voilà qui ont besoin de l'entendre à l'instant T et où c'était la petite goutte d'eau supplémentaire qui manque pour se dire ouais effectivement je veux plus que ma maison soit un cimetière, je veux que ma maison soit un lieu de vie. J'avais souvent tendance aussi à parler de maison entrepôt, c'est un peu le même esprit. Tu sais même quand on achète une nouvelle maison et tu sais c'est presque le gros truc qu'on cherche, beaucoup de rangements, des grands placards, c'est même mis en avant. On cherche vraiment un maximum de place pour continuer à entasser des choses chez nous en oubliant que notre maison c'est pas un entrepôt. Notre maison c'est un lieu de vie. Alors oui, bien sûr, on doit y garder les objets qui, encore une fois, nous sont utiles, nous servent, etc. Mais avant tout, c'est notre lieu cocon, notre lieu ressource, l'endroit au monde où on doit se sentir le mieux. Vraiment, tu vois, le truc où tu retrouves ta famille le soir, après une dure journée, etc., tu t'enfermes et t'es bien, t'es chez toi, quoi. Et tu vois, je vois trop de personnes pour qui c'est pire de rentrer chez soi. T'imagines, t'as passé une journée au boulot fatigante, difficile, t'as eu une mauvaise réunion, etc., et tu sais que tu rentres chez toi et que tu retrouves cette maison dans un état lamentable où, tu vois, à peine le pas franchi, enfin le pas de la porte franchi, tu as tout ce brouhaha mental de tous ces objets qui traînent, etc. C'est plus ou moins conscient d'ailleurs, hein, tu te rends plus ou moins compte que c'est à cause de l'état de ta maison, mais ouais, ça pèse énormément, quoi. Et c'est vrai que si on pouvait aller jusqu'au bout du truc et se dire: «Non, en fait, c'est pas du rangement que tu veux, c'est de la place pour les objets». Quand tu commences à mettre en avant que c'est génial qu'il y ait plus de place pour les objets que pour les humains, j'aurais peut-être dû, m'entendre parler un peu plus. Moi et mon mari, on aurait peut-être dû faire: «Attends, c'est peut-être pas très normal ce qu'on dit là. Il y a peut-être un C'est truc ça, c'est qui exactement va ça. pas». Il y a un vrai Donc changement à faire. Effectivement, et puis tu sais, des fois tu crois que la solution, c'est d'avoir plus grand, souvent aussi, tu sais. J'ai besoin de plus de place, c'est ma maison qui est mal agencée, mal truc, mal enfin, c'est tout souvent la faute de la maison et jamais la faute à ce qu'il y a dedans. Alors ça peut être aussi un peu la faute de la maison, bien sûr, mais en vrai, la plupart du temps, tu t'achètes plus grand. Un an après, c'est le même problème parce qu'en fait, finalement, tu as juste continué à entasser. Tu avais plus de place, mais tu as continué à entasser dans la nouvelle place que tu avais, quoi.
Donc la solution, elle vient pas dans, avoir toujours plus grand, avoir toujours plus de rangement, avoir plus de trucs pratiques et cetera, avoir plus de boîtes, avoir plus de petites étiquettes sur les boîtes, avoir je ne sais quoi. Ça, c'est accessoire. La vraie solution, c'est un petit peu de changer, cette vision-là, et de changer, sa relation à l'objet, sa façon de consommer, sa façon de stocker, de garder, etc. Mais c'est pas, ça a l'air simple comme ça, mais tout le monde pense que c'est une tâche ménagère en fait, comme le fait de passer l'aspirateur, comme voilà. Et en fait, c'est pas une tâche ménagère, désencombrer. C'est un cheminement de développement personnel parce que ça va interroger tes peurs. Ça va interroger ta peur du manque, par exemple. Ça va interroger ta relation à l'objet, à la consommation, à l'argent. Ça va aller fouiller dans des choses très, très, très profondes, bien au-delà de juste, voilà, je dois aller faire un tour à la déchetterie. C'est vraiment un long chemin, mais très, très, très puissant. Du coup, une fois qu'on a parlé de tout ça, il y a peut-être des gens là qui t'entendent, qui fait: «Ouais, moi, bah, du coup, je regarde ma maison, dis donc elle parle de bazar mort, j'habite bien dans un bon petit cimetière là». Comment on fait pour passer à l'action? Déjà, tu peux peut-être nous parler de toi, comment tu as trouvé cette motivation et peut-être après extrapoler et nous dire comment on fait? Parce que toutes les histoires sont différentes. La tienne va peut-être résonner avec certaines personnes, mais peut-être pas avec d'autres. Donc, oui, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette motivation de passer à l'action? Ouais, effectivement, c'est quelque chose d'hyper personnel. Alors peut-être que mon histoire va résonner dans certaines personnes, mais pas la plupart. Mais moi, effectivement, ça n'a pas toujours été le cas, hein. Après, j'ai jamais été non plus trop une énorme, énorme accumulatrice. Mais voilà, j'ai un parcours de vie qui fait que j'ai eu une période professionnelle très, très, très intense pendant plusieurs années et qui s'est soldée par 2 années de burn-out. J'ai vraiment été dans cette période quand je disais, ben, ta maison est le reflet de qui tu es intérieurement, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ma maison était vraiment ce que j'étais, c'est-à-dire que quand tu rentrais dans ma maison, ça allait, si tu veux. On voyait pas le cimetière tout de suite, tu vois. C'était assez caché. Si tu regardais un petit peu, voilà, si tu plissais un peu les yeux, tu commençais à voir qu'il y avait des petits problèmes. Et si tu ouvrais les placards, tu te rendais compte que c'était vraiment un énorme problème. Tu vois, tu peux faire vraiment l'analogie avec ce que j'étais moi à ce moment-là. C'est-à-dire qu'extérieurement, bon, tu me parlais, j'avais l'air un peu. Mais si tu commençais à gratter, alors là, tu te rendais compte que c'était n'importe quoi, quoi. Quand ça a commencé à aller mieux dans l'univers pro, alors attention, parce que je ne vais pas dire que le désencombrement guérit d'un burn-out, enfin, solutionne un burn-out. Mais quand ça a commencé un peu à aller mieux de côté pro, tu vois, je me suis rendu compte que l'impact que ces années avaient eu sur le perso, dont ma maison. Et là, j'ai eu un moment, une espèce de déclic. Je ne sais pas pourquoi, d'un coup, ce besoin. Alors, c'était pas du tout un sujet à la mode, comme on le connaît maintenant aujourd'hui, le désencombrement. Et vraiment, ce besoin, mais presque vital, thérapeutique, de vider ma maison. Et j'y étais en mode furie, vraiment en mode survie. C'était ma bouée de sauvetage, presque. Là, j'ai besoin de faire un reset et de recommencer à zéro. J'ai mis 1 mois et demi à y consacrer 100% de mon temps disponible. Je travaillais encore beaucoup, mais tout le reste du temps était dédié à faire sortir, faire sortir, faire sortir. Et c'est vraiment, fallait que j'avance et je sorte, je sorte, je sorte, je sortais. Plus je sortais, mieux je me sentais et plus j'avançais sur le chemin de la guérison et de me sentir mieux. Donc 1 mois et demi pour désencombrer et à la suite de ça, j'ai repris en main mon organisation, j'ai repris en main mes finances, je me suis remise au sport, j'ai découvert le développement personnel, etc., etc. Et là, vraiment, j'étais en phase de OK, c'est bon. Ce que j'entends, c'est que tu étais pas sur une recherche de: «Et il faut que je reprenne en main mes finances et il faut que je reprenne en main ma santé, machin, machin». Ça t'a surpris ça? Tu as tout de suite fait le lien entre, l'un et l'autre? Qu'est-ce qui fait qu'en vidant ta maison, en gros, tu as eu envie de faire du sport, j'ai envie de dire? Quel est le lien là? Il est pas forcément très évident à voir. Bah, tu vois l'impression de soulagement, quoi, en fait, après avoir désencombré et l'impression que tu repars sur une page blanche, que tout va mieux. En fait, je suis rentrée dans une spirale positive après des années de spirale négative. Et ce que j'aime bien dire aussi, c'est qu'il y a un truc qui se passe quand tu réussis un projet de désencombrement, c'est que ça t'ouvre des portes. Et tu as l'impression que tout est possible, entre guillemets. Parce que, mine de rien, alors, le désencombrement, on l'a dit, c'est pas si simple et c'est un projet qui demande beaucoup de temps, d'investissement, d'énergie. Et donc, en fait, quand tu arrives au bout de cette montagne et que tu as terminé, tu dis waouh, mais maintenant, déjà, j'ai de la place, j'ai de l'énergie, j'ai de l'envie parce que j'ai vraiment ce cocon qui me ressource, dans lequel je suis bien. Et maintenant, ok, j'ai envie de continuer à déplacer des montagnes en fait. Maintenant, qu'est-ce que j'attaque? Et j'étais vraiment nouveau souffle quoi. Et du coup, c'est tout ça qui a découlé au fait que j'ai créé après Make You Happy parce que en fait, vraiment le point de départ, c'est ce désencombrement et tout ce qui a découlé après. Et après, je me suis dit, waouh, mais c'est trop bien, il faut que je partage.
Il y a des gens qui nous écoutent, qui ont pas de burn-out, ni que ce soit professionnel ni personnel, et pourtant ils voient qu'ils en ont un peu trop chez eux et ils commencent un petit peu à mal le vivre, mais ils ont toujours pas cette motivation. Comment on fait pour se motiver? C'est difficile parce que c'est très, personnel, c'est très intrinsèque, la motivation et ça peut être multifacteur, hein. Ça peut être pour soi, ça peut être pour ses enfants. Il y a pas de baguette magique. Il y a peut-être un truc que je vais dire ou moi ou quelqu'un d'autre, un truc que tu vas lire et puis bim, ça va faire, ce qu'on a dit tout à l'heure, le petit truc qui te fait que tu passes d'un côté ou de l'autre, de ton fil. Mais ça va être vraiment le truc en plus qui va avoir certainement un déclic, souvent qui découle d'un long cheminement où pendant longtemps, effectivement, tu t'es rendu compte qu'il y avait un problème. Et après, tu peux essayer de provoquer donc ce déclic, soit en consommant du contenu, en écoutant bah, voilà, ce genre de podcast, etc. Soit tu peux effectivement chercher vraiment quelles sont en fait mes motivations, quel est le problème aujourd'hui et qu'est-ce que ce problème a comme impact sur ma vie et à quel point ma vie serait différente s'il n'y avait pas ce problème-là. Quelle personne je pourrais être, quelle vie je pourrais avoir si j'avais pas ce problème de maison encombrée, de trop d'objets, de trop d'affaires. Qu'est-ce que je ferais de ce temps et de cette énergie que je pourrais gagner? Et là, tu peux avoir le déclic en te disant: «OK, si j'avais tout ce temps et cette énergie, je suis sûre que ça me permettrait de me lancer dans tel projet ou alors d'avoir plus de patience avec mes enfants, de moins crier sur eux. Ça me permettrait d'assainir ma relation avec mon conjoint ou ma conjointe, de me libérer du temps et de l'énergie pour continuer ma carrière, pour percer dans ma carrière». C'est d'aller se créer des déclics comme ça en cherchant ce que ça pourrait changer. Mais le problème, quand il manque un déclic puissant, c'est que ben, on s'essouffle beaucoup plus facilement quand t'as pas une motivation assez puissante et que en tout cas que tu n'arrives pas à t'y rattacher à un instant. Et ben, c'est rétropédalage et le projet est reporté, abandonné. Et c'est là où on se dit ok, j'y arriverai jamais, machin, machin. Finalement, la motivation pour passer à l'action, c'est pas ça le plus dur à avoir. Et ça, c'est pas si dur que ça en fait à l'avoir. Ce qui est dur, c'est de la tenir dans le temps. Et pour la tenir dans le temps, effectivement, il faut travailler. Moi, je me souviens très bien de ce moment dans mon désencombrement où j'étais en plein dimanche au milieu de la chambre de mon fils où j'avais absolument tout sorti, on pouvait plus marcher, rien. J'en étais déjà à plusieurs semaines de désencombrement. J'étais épuisée, j'avais qu'une envie, c'est d'aller mettre sous ma couette, pleurer. Si j'avais pas eu cette motivation puissante, eh ben j'aurais laissé tomber. Une autre question de motivation, j'ai des messages réguliers et qui me demandent: «Mais moi, il faudrait que j'arrive à motiver mon conjoint». C'est une question très difficile à répondre, donc du coup, c'est à toi d'y répondre. Ben moi, j'ai la réponse, on peut pas. Le processus de désencombrement, le déclic, tout ça, c'est quelque chose d'hyper personnel, vraiment à soi. C'est pas quelque chose de la maison, c'est quelque chose à soi, individuel. On peut pas demander à la personne en face d'être au même point et au même cheminement que nous. C'est juste pas possible. On peut rien lui imposer là-dessus. C'est à lui, à elle, de faire son propre cheminement. Par contre, nous, on peut l'aider dans son cheminement. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'on fait les choses avant tout pour nous. Et si on attend que la personne en face soit prête, bah en fait, tout le monde fait du surplace et personne n'avance. Donc, si on a besoin de changer, eh ben, on change nous et on voit ce que on entraîne les autres dans notre changement. Normalement, ce qu'on peut dire comme étant normalement universel, c'est qu'au sein des couples, eh ben, il y a de l'amour et il y a du respect. Et c'est là-dessus, en fait, qu'il va falloir capitaliser un petit peu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcer à venir s'asseoir des heures, désencombrer avec nous, faire des choix, etc. On ne peut pas le forcer. Mais par contre, on peut lui demander d'avoir toute sa bienveillance, sa compréhension, son soutien moral, son soutien organisationnel, et ça, on va en parler un petit peu. Et normalement, si vous avez quelqu'un en face de vous qui vous aime et qui vous respecte, c'est quelqu'un qui est en mesure d'entendre ce que vous avez à dire et d'entendre votre souffrance par rapport à la situation actuelle et d'être OK avec le fait que vous voulez changer les choses pour être mieux. Je pense, normalement, dans tous les couples, on devrait pouvoir avoir ça. Encore une fois, si c'est pas possible, c'est autre chose. Et tu parles de soutien organisationnel, du coup, est-ce que tu peux revenir là-dessus? Ça ressemble à quoi un soutien organisationnel? Est-ce que tu peux donner quelques exemples? Eh ben, ça va être, moi, je vais me lancer dans un désencombrement, j'ai besoin de temps, donc j'ai besoin que tu t'assures plus, au niveau des enfants, que, le dimanche, tu ailles 2 heures avec eux au parc pendant que moi je fais une session de tri. J'ai besoin que si, je suis assise en plein milieu de mon bazar, et que je te demande de m'apporter un sac poubelle, ben, tu me rendes ce service-là. J'ai besoin de te deman que si je te demande d'aller à la déchetterie ou de porter quelque chose de lourd, comme on parlait tout à l'heure, eh bien, je puisse compter sur toi. J'ai besoin que tu acceptes le fait que je prenne des décisions pour des objets qui appartiennent à toute la famille.
Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui freine souvent, moi je j'ose pas parce que, mon conjoint il veut pas, parce qu'il veut pas que j'enlève des trucs et cetera. Punaise, mais votre conjoint, vous le prenez entre 4 yeux, vous lui dites: «Qu'est-ce qui est le plus important? C'est moi ou tes couverts à salade?» À un moment, tu me laisses choisir. Voilà. Alors après, bien sûr, vous pouvez vous mettre d'accord sur une certaine catégorie d'objets ou des choses que vous n'allez pas trier ou que vous allez faire ensemble, et cetera. Mais à un moment, faut que la personne en face, elle se rende compte que, il y a une vraie souffrance et que l'objet a 1000 fois moins d'importance que, l'état de son compagnon ou sa compagne. Tout ça, ça passe par du dialogue, par du respect, par de l'amour, par de la bienveillance et il y a des façons de communiquer et cetera pour faire passer ça, ces messages-là à son conjoint, à sa conjointe. Si ton, conjoint refuse de faire la cuisine, les courses, tout ça, genre la cuisine, il te le laisse, «gracieusement» entre guillemets, avec toute l'ironie que je peux mettre derrière, j'ai envie de dire, bon, il a pas son opinion à donner sur ce qu'on garde ou pas aussi. Oui et non, je suis d'accord, je suis totalement d'accord sur le fond, mais alors sur la forme, il faut y mettre des formes justement. Tu peux lui expliquer, encore une fois, avec, bienveillance et avec écoute, aussi de ses ressentis en face et cetera, ton processus et dire: «Écoute, mettons-nous d'accord, moi je considère que vu que c'est que moi qui fais la cuisine, bah, tu me laisses, 100 de la réflexion» et après c'est pas non plus une méthode miracle non plus, il y en a qui sont plus bornés que d'autres. Il va falloir, plus communiquer et cetera. Il y a aucune solution universelle, il y a aucun conjoint qui se ressemble, voilà, c'est une question de caractère, d'histoire de couple et cetera. Mais en tout cas, c'est le seul vrai conseil que je peux donner et la suite du conseil finalement après avoir communiqué, après avoir, voilà, demandé ce soutien et cetera. Je vous disais tout à l'heure que, on peut pas forcer à l'autre, d'être au même niveau, du chemin que nous, ça c'est certain. Par contre, on peut lui montrer l'exemple, lui montrer le chemin. C'est vraiment ce que j'ai vécu. Mon mari ne voyait pas le problème. Il m'a soutenu moralement, etc. Il était très bienveillant dans cette démarche. Il m'a laissé faire et il a amené les enfants au parc, etc., etc. Et il a été à la déchetterie. Et il m'a vu faire. Et il m'a regardé de loin. Et surtout, il a eu la chance d'en voir les bénéfices. Après, quand j'ai terminé, pendant au moins 3 mois, tous les jours presque, il m'a dit qu'est-ce qu'on est bien dans cette maison, qu'est-ce que je suis bien, qu'est-ce que c'est génial ce que tu as fait, qu'est-ce qu'on est 1000 fois mieux maintenant. Il m'a laissé faire et en fait, depuis, il est complètement transformé et maintenant, tu vois, si on doit faire des petits désencombrements vis-à-vis des enfants qui grandissent, etc., il est le premier partant, il est le premier à trier, il est le premier à désencombrer, il a cheminé en fait, je lui ai montré le truc, je lui ai montré les intérêts et du coup, maintenant, il est complètement transformé et beaucoup de personnes que j'accompagne ont fait le même constat en fait. Ton conjoint, il voit finalement sa compagne qui va mieux, lui-même, elle-même se sent mieux chez lui, chez elle, mais tu peux pas forcer le truc, quoi, clairement. Il y a aussi des gens, qui peuvent être très impressionnés face à la masse, de travail à faire et dans le couple, il y a peut-être une personne qui est un petit peu plus, qui a un plus gros déclic, un plus gros pourquoi, plus d'énergie, on n'en sait rien, qui elle va s'y mettre. Puis ça veut pas dire que l'autre veut pas ou voit pas l'intérêt, mais c'était peut-être trop gros pour cette personne et une fois que c'est devenu, une petite bouchée plutôt que plus, que cet énorme plat à manger, bah, peut-être que c'est plus facile pour eux de s'y mettre aussi donc. C'est un beau cadeau qu'on leur fait aux enfants aussi, tu vois, de les aider à de se détacher de la consommation pour la consommation, de l'objet pour l'objet. Moi, je vois mon plus grand a 12 ans et je vois vraiment, les effets que ça a eu sur eux et tout le détachement qu'ils ont aux choses, en fait et il y a rien qui me fait plus plaisir. Oui, je suis d'accord et puis au-delà du fait que je trouve c'est des jolies valeurs, pour être, très pragmatique et très, terre à terre, on ne sait pas combien de temps ça va durer encore cette, facilité qu'a le monde à produire en masse, plein de choses. On doit peut-être les préparer à une période où il y aura un peu moins d'abondance, on devra faire avec ce qu'on a, un peu plus, plus longtemps, parce que les choses vont devenir un peu plus rares ou un peu plus chères ou tu vois certaines choses. Apprendre à tes enfants à faire sans quelque chose ou à faire autrement, ça les aide à booster un peu leur créativité et à se dire: «Bon, bah, si j'ai pas ça, comment je peux atteindre le même objectif?» Ça te force à trouver des solutions, effectivement donc au-delà des valeurs qui, je trouve, sont très jolies, je trouve que ça développe des vraies, compétences qui leur seront forcément utiles, plus tard. J'avais jamais envisagé les choses comme ça, mais je suis totalement d'accord avec toi. Alors on arrive à la fin de l'épisode. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter, qui seraient utiles aux gens qui nous écoutent pour les faire avancer dans leur chemin, alors quel que soit, le stade, du chemin où ils sont? Ouais, bah, je vais partager quelque chose, une petite métaphore, que je donne souvent, quand on a envie d'aller vers un nouvel objectif, donc que ça soit, désencombrer sa maison, que ça soit, se remettre au sport et cetera et pour faire le parallèle avec ce que je disais tout à l'heure sur le fait il y a un moment d'épuisement et moi je compare ça souvent à, tu sais, comme si tu montais une côte, à vélo. Tu pars d'en bas, tu pour objectif d'aller en haut parce qu'en haut, il paraît que le paysage est magnifique. Effectivement, tu pars plein de motivation et cetera et ce qui se passe, à 99 des gens, dans 99 des objectifs, c'est qu'à un moment, tu vois,
comme une côte à vélo. C'est plein de motivation, mais au bout de quelques coups de pédale, tu te rends compte que les cuisses commencent à brûler vachement fort quand même, que le souffle commence à manquer. Tu te rends compte que c'était pas si facile, qu'elle est vachement haute en fait cette côte. Et c'est vraiment ce moment clé où tu peux laisser tomber, quoi. C'est ce moment-là très charnière. Tu peux baisser les bras. Et en fait, l'idée de ce moment-là, c'est déjà de savoir qu'il existe et qu'il arrive à tout le monde. Donc déjà, voilà, pas de culpabilité à avoir. Et ce moment, pour le surmonter, c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait d'avoir un pourquoi puissant. Et donc, si tu arrives à faire ce changement d'état d'esprit et te concentrer non pas sur tes cuisses qui brûlent, mais sur le fait qu'il y a une arrivée quelque part avec un paysage magnifique qui t'attend, et bien souvent, ça aide à passer ce gap. Parce qu'en plus, ce gap, encore une fois, comme une côte à vélo, plus tu avances, plus à un moment, ça va devenir facile. Parce que la côte, elle va forcément commencer à s'adoucir à un moment. Forcément, tu vas être un peu plus haut, donc tu vas commencer à voir le paysage. Et même si tu vois pas tout, tu en vois une bonne partie, du coup, ça te motive à continuer. Donc, tu rentres vraiment dans une spirale positive. Mais il y a vraiment ce moment, cette étape où les cuisses brûlent tellement fort que tu penses que c'est plus possible, que tu ne peux plus avancer. Et bien, si tu arrives à te reconnecter à pourquoi tu fais ça et à te rappeler qu'il y a une fin, c'est ça aussi, il y a toujours une fin. Et ben c'est là où tu peux tenir cette étape-là et passer à l'étape suivante. On a le droit de mettre le pied par terre, mais il faut faire attention. C'est plus dur des fois de mettre le pied par terre et de remonter en pleine côte. Dis-toi, ok, je m'arrête, mais je m'arrête pour combien de temps? À quel moment je vais reprendre? Mets-toi déjà un plan d'action pour te remettre à l'action, pour repasser à l'action. Et donc, si tu veux ce petit plan d'action, eh ben, on peut faire appel à des gens comme toi. Tu peux être le PO des gens? Je peux être le PO des gens, tout à fait. Si tu as ton vélo qui arrête pas de revenir en arrière, de reculer et de revenir sur la ligne de départ. Effectivement, autour du désencombrement, c'est la première chose que j'ai fait quand j'ai été à temps plein que j'ai vraiment quitté mon travail pour développer Make You Happy, c'est de développer un accompagnement autour du désencombrement. C'est un accompagnement en ligne. Alors, il y a qu'une session par an. Et la prochaine sera au printemps prochain. Mais pendant 3 mois, j'accompagne des gens. Alors, tout à la fois sur la partie pratique, théorique. Enfin, il y a toute une partie formation en ligne dans laquelle je parle pendant 8 heures de désencombrement. Mais tout autant sur l'aspect mindset dont on a parlé que l'aspect vraiment pratico-pratique, quoi. Comment s'organiser pour désencombrer, etc. Mais surtout, la force de cet accompagnement, c'est un accompagnement de groupe que je suis là, que je fais, que j'appelle des boost live, où je booste tout le monde pour repartir sur son vélo. Donc vraiment, tu sais, la personne qui vient te pousser dans le dos quand la côte est trop difficile. Puis il y a un effet de groupe avec un groupe Facebook. Enfin, c'est assez magique en fait. Et c'est génial parce qu'en fait, les gens, ça les déculpabilise énormément. Et ça, c'est important aussi de déculpabiliser. Voilà, je suis très passionnée par ce que je fais et je suis très passionnée par l'impact surtout que ça peut avoir chez les gens, quoi. En soi, le désencombrement me passionne pas plus que ça, hein. Franchement, trier des objets, c'est pas trop mon kiff. Par contre, le kiff, c'est ce que ça transforme dans la vie des gens. Et donc voilà, donc j'ai cet accompagnement désencombrement et j'ai aussi dans la même veine pour la suite, après désencombrer, toute une formation autour de l'organisation personnelle. Si on veut rejoindre le peloton, c'est au printemps. En attendant, on peut commencer à s'entraîner, à essayer de travailler sur sa motivation, sur son pourquoi, sur son déclic, en te suivant également sur les réseaux. Où est-ce qu'on peut te trouver, Julie? Sur Instagram, je suis pas mal présente en story et effectivement, je poste régulièrement aussi des posts conseils ou pour bousculer un petit peu comme ce fameux post. Et puis j'ai aussi un site slash blog. Vous avez une centaine d'articles autour de mes sujets de prédilection dispo sur le blog et dont plusieurs sur le désencombrement. makeyouhappy.fr avec des tirets. Et puis mon compte Instagram, julie.makeyouhappy. Et il y a pas mal de ressources gratuites aussi, si je ne m'abuse. Oui, aussi, exact. Sur le site, il y a une partie ressources gratuites avec pas mal de documents, PDF, etc. à télécharger. Il y a une checklist du désencombrement. Eh ben c'est super, je mettrai de toute façon tous les liens dans la description de l'épisode et également dans la fiche méthode. Ça reprendra un petit peu les grandes lignes de ce dont on a parlé aujourd'hui. Merci mille fois, Julie. Tu es la pro de l'organisation familiale aussi et les deux étant liés, si tu avais envie de revenir ici pour nous parler un petit peu plus d'organisation familiale, ce serait avec grand plaisir, hein. Eh ben écoute, ça sera avec grand plaisir également. Bah, écoute, je te souhaite une excellente semaine. Merci beaucoup, beaucoup de la générosité de tes partages. Je te dis à bientôt. Salut Julie. Avec plaisir, merci Hélène. C'est fini pour l'épisode du jour, j'espère qu'il vous aura plu. Si, comme moi, vous êtes fasciné par tout ce que Julie fait, je vous invite grandement à aller la voir sur ses réseaux sociaux et sur son site internet. Vous pouvez aussi télécharger la fiche méthode, tout est en description. Si vous appréciez toujours ce podcast et voulez me soutenir dans sa création, merci d'aller sur vos plateformes d'écoute, de me mettre des cœurs, des étoiles et des commentaires. C'est la meilleure manière de le rendre visible par le plus grand nombre. Si vous voulez rentrer en contact avec moi pour partager vos idées, vos questions ou votre expérience, n'hésitez pas, vous pouvez me joindre sur ma page Instagram ou via email, tous les détails sont en description. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.